Notre intervention porte aujourd'hui donc sur les accords commerciaux préférentiels. Quels enseignements pour les relations commerciales entre l'Union européenne et les économies de l'océan Indien? Alors, phénomène créateur de richesses et d'opportunités pour les uns, facteur d'instabilité et d'inégalité pour les autres, la mondialisation a profondément bouleversé les grands équilibres mondiaux au cours de la période récente. En effet, force est de constater que l'histoire est riche d'enseignements à ce sujet, en montrant notamment le rôle prépondérant qu'a joué et que joue toujours la mondialisation dans les relations internationales. Ainsi, par exemple, si l'on prend le cas des relations commerciales entre les anciennes puissances coloniales, ici ce qui nous intéresse, les pays de l'Union européenne, avec les anciennes colonies, ici les pays de l'océan Indien, on constate que ces relations commerciales ont connu trois principales phases d'évolution au cours du temps. Premièrement, une phase d'expansion commerciale et économique sur la période coloniale, notamment par l'appartenance à un empire colonial qui a permis le développement conjoint mais asymétrique entre la métropole et les anciennes colonies. La deuxième phase d'évolution, c'est l'érosion des échanges commerciaux à la suite notamment de l'indépendance de ces colonies. En effet, dans un papier de Hidmeyer et Rice, ils ont ainsi démontré qu'à la suite de l'indépendance des anciennes colonies, on observe une forte diminution des échanges commerciaux entre les anciennes colonies et leurs anciennes puissances coloniales, du fait notamment de leur retrait du marché préférentiel auquel ils pouvaient accéder vers les métropoles. La troisième et dernière phase d'évolution dans ces relations commerciales, c'est le phénomène de réorientation des échanges commerciaux du fait de l'essor des économies émergentes, du fait notamment du basculement de la richesse mondiale qui s'est opéré au profit des pays asiatiques, notamment la Chine et l'Inde en tête. Malgré ces évolutions, l'Union européenne demeure un acteur incontournable au sein de la zone océan Indien. Première puissance commerciale au monde, l'Union européenne représente près d'un sixième des exportations mondiales de marchandises et plus d'un quart des exportations mondiales de services. Ainsi, au sein de cette contribution, nous nous sommes posé la question de savoir si la politique commerciale commune de l'Union européenne est un instrument de la puissance européenne au sein de l'océan Indien. Donc, pour ce faire, l'Union européenne s'appuie notamment sur sa politique commerciale commune qui repose sur deux piliers essentiellement, qui est la politique douanière commune d'un côté et d'un autre côté des accords commerciaux différenciés selon la nature des partenaires commerciaux. Il faut savoir que l'Union européenne a été précurseur en la matière en octroyant des accords commerciaux préférentiels différenciés selon la nature des partenaires commerciaux. Ici, nous allons nous focaliser essentiellement sur les accords commerciaux préférentiels non réciproques qui caractérisent les relations commerciales entre les pays de l'Union européenne et les pays de l'océan Indien. Donc ces accords commerciaux préférentiels non réciproques sont de trois ordres. Il y a trois régimes essentiellement de régimes commerciaux préférentiels. Il y a tout d'abord les accords Europe-ACP avec les conventions de Lomé et l'accord de Cotonou. Dans un second temps, il y a le système généralisé des préférences de l'Union européenne qui a vu le jour en 1971. Et dans un troisième temps, il y a le dispositif Tout sauf les armes à l'égard des pays les moins avancés qui est entré en vigueur en 2001. Donc ici, l'objectif de notre intervention sera de montrer, d'estimer empiriquement l'effet moyen de ces accords commerciaux préférentiels non réciproques sur les flux commerciaux, à la fois pour les pays bénéficiaires, donc ici dans notre cas les pays de l'océan Indien, et à la fois pour les pays donateurs, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne. Par conséquent, notre contribution sera de deux ordres. Premièrement, mettre en évidence une hétérogénéité de ces effets des accords commerciaux préférentiels selon la nature de ces accords commerciaux. Autrement dit, est-ce que les accords Europe-ACP, est-ce que le SGP, est-ce que le TSA auront le même impact sur les flux commerciaux? Deuxième contribution de cette intervention, c'est de démontrer l'existence d'une forme d'asymétrie des effets de ces accords commerciaux préférentiels selon la nature des partenaires commerciaux. Autrement dit, est-ce que ces accords commerciaux ont le même impact que l'on soit un pays bénéficiaire ou que l'on soit un pays donateur? Donc pour ce faire, nous allons nous concentrer sur un champ restreint de pays riverains de l'océan Indien qui va comprendre l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, les Seychelles, les Comores, Madagascar et l'île Maurice. Alors, dans un premier temps, l'Union européenne, une puissance commerciale dans l'océan Indien. Alors, comme nous avons rappelé précédemment, l'Union européenne tient une place singulière dans la zone océan Indien, notamment du fait des liens coloniaux qui ont longtemps caractérisé les relations
commerciale entre l'Union européenne et les pays de l'océan Indien. On observe tout de même que l'Union européenne est une puissance commerciale qui est en perte de vitesse. Alors on le remarque sur ce graphique, dont les données proviennent de la CNUCED, de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et pour le développement. Sur la période 1995 à 2015, on observe, que ce soit pour les exportations aussi bien que pour les importations, une baisse sensible de la part de l'Union européenne dans les échanges commerciaux des pays de l'océan Indien. Au niveau des exportations, on remarque que le croisement des courbes s'est opéré à la suite de la crise financière et économique de 2008, qui s'est fait au profit des échanges envers les pays africains. Pour autant, l'Union européenne reste l'un des principaux marchés à l'export pour un certain nombre d'économies de l'océan Indien. C'est le cas de Madagascar, de l'île Maurice, des Comores, des Seychelles et du Mozambique. Concernant les importations, le constat est le même, mais on observe que le croisement des courbes se fait beaucoup plus tardivement. Et ce croisement des courbes s'opère au profit, cette fois-ci, non pas de l'Afrique, mais des échanges avec la Chine. Ainsi, l'on remarque au niveau des importations, les pays de l'océan Indien sont moins dépendantes vis-à-vis de l'Union européenne, mais de plus en plus dépendantes vis-à-vis des pays africains et des pays asiatiques. Par exemple, nous avons l'île Maurice et Madagascar se fournissent de plus en plus et principalement vers l'Inde et la Chine, alors que le Kenya et le Mozambique, quant à eux, se fournissent principalement vers le continent africain. Donc, à côté de cette puissance commerciale qui est en perte de vitesse, on observe que celle-ci est marquée par une double concentration des échanges commerciaux. Une première concentration au niveau géographique, c'est-à-dire qui échange avec qui. Si l'on se focalise sur l'ensemble des pays de l'océan Indien riverain, l'Afrique du Sud concentre à elle seule plus des 3/4 du commerce des pays de l'océan Indien avec l'Union européenne. Or, Afrique du Sud, on remarque cette fois-ci que deux pays tirent leur épingle du jeu, à savoir le Kenya et Maurice, qui à eux seuls concentrent plus de 50% des échanges commerciaux avec l'Union européenne. À côté de cette concentration géographique des échanges, on observe une concentration au niveau des produits échangés. Ici, les chiffres font un constat sans appel, c'est-à-dire que l'on est bien toujours dans une structure de type nord-sud, c'est-à-dire que les pays en développement exportent essentiellement des produits de base, qui comprennent des produits alimentaires, agricoles, minerais, et les pays en développement importent essentiellement en provenance des pays développés des articles manufacturés. Donc au niveau des exportations, le tableau nous montre une forme d'homogénéité au sein des pays de la zone de l'océan Indien. Ce sont essentiellement des produits de base qui sont exportés vers l'Union européenne. Pour autant, deux pays se distinguent, l'Afrique du Sud, qui exporte vers l'Union européenne des machines et des matériels de transport, et Maurice, qui, quant à elle, exporte essentiellement des fibres, tissus et habillements. Du côté des importations, cette fois-ci, le constat est sans appel. Le principal poste d'importation des pays de l'océan Indien en provenance des pays de l'Union européenne, ce sont les articles manufacturés, pour la majorité et pour l'ensemble des pays riverains de l'océan Indien. Donc les articles manufacturés comprennent essentiellement les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les machines, les matériels de transport, etc. Donc dans cette première partie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'on assiste à une perte de vitesse de la puissance commerciale de l'Union européenne au sein de l'océan Indien, qui s'est fait au profit des pays africains, mais aussi des puissances asiatiques que sont l'Inde et la Chine. Autre caractéristique aussi, c'est qu'on assiste à un double phénomène de concentration des échanges. Une concentration géographique avec l'Afrique du Sud, de par son rayonnement régional, mais aussi au niveau de la structure commerciale, où les pays de l'océan Indien restent cantonnés dans leur spécialisation et schéma traditionnel classique type nord-sud, c'est-à-dire exportation de produits de matières premières et importation de produits manufacturés. Qu'en est-il alors de l'outil utilisé par l'Union européenne pour influer et pour agir dans la zone océan Indien? Donc nous allons nous intéresser aux accords préférentiels non réciproques. Il faut savoir que la politique économique extérieure de l'Union européenne s'articule autour de deux axes interdépendants, la politique commerciale commune et la politique de coopération. Ici, nous allons nous attarder davantage sur la politique commerciale commune. La politique commerciale commune comprend d'une part la politique douanière commune entre les États de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on entend par une union douanière? C'est le fait que les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour supprimer entre eux tout obstacle et barrières commerciales entre eux. Et ils se sont mis d'accord dans le même temps à établir un tarif extérieur commun vis-à-vis des pays tiers. À côté de cette politique douanière commune de l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ont établi des accords commerciaux envers les États tiers. Donc il existe deux types
d'accords commerciaux qui existent, des accords commerciaux dits réciproques, c'est-à-dire que ces accords vont respecter les sacro-saints principes du GATT-OMC, c'est-à-dire les principes de réciprocité et de non-discrimination, et de l'autre côté, les accords commerciaux préférentiels dits non réciproques. Donc ces accords préférentiels non réciproques, ce sont essentiellement le fait qu'un pays donateur, dans la plupart des cas un pays développé, va octroyer de manière unilatérale et de manière non réciproque des avantages et des concessions commerciales à l'égard des pays en développement. Donc, pour ce faire, nous allons nous attarder sur trois principaux régimes commerciaux préférentiels non réciproques de l'Union européenne, qui est mis en place au sein de l'océan Indien. Pour commencer, les accords Europe-ACP. Donc, nous avons tout d'abord la Convention de Yaoundé de 1963, qui voit le jour à la suite de l'indépendance d'un ensemble d'anciennes colonies françaises. Donc, il faut savoir que la Convention de Yaoundé comprend essentiellement les anciennes colonies françaises africaines à l'époque. Et particularité de la Convention de Yaoundé, c'est que celle-ci met en avant et met en œuvre le principe de réciprocité, c'est-à-dire aussi bien l'Union européenne que les pays de la Communauté européenne à l'époque, que les pays africains à l'époque, devaient s'ouvrir mutuellement leur marché. Il fallait attendre la Convention de Lomé en 1975, avec notamment l'arrivée du Royaume-Uni à la Communauté économique européenne en 1973, et notamment par l'arrivée des pays du Commonwealth, pour que la Convention de Lomé inscrit ainsi dans le marbre le principe de non-réciprocité. Autrement dit, l'Union européenne va ouvrir son marché pour les pays ACP. Par contre, les pays ACP ne seront pas tenus de faire de manière réciproque. Il faut savoir aussi que l'autre caractéristique de la Convention de Lomé se situe par la mise en place de protocoles dits de produits sensibles, notamment des protocoles pour le sucre, la viande bovine, le riz et les bananes. Ensuite, troisième accord Europe-ACP, c'est l'accord de Cotonou en 2000, qui reprend essentiellement les avancées de la Convention de Lomé 4, notamment dans la dimension politique, notamment en ce qui concerne les principes de droits de l'homme, de bonne gouvernance, de développement durable et d'environnement. Il faut savoir que l'accord de Cotonou s'est fait dans un contexte assez particulier, car l'OMC a refusé de proroger les accords commerciaux non réciproques Europe-ACP, et ce qui a conduit l'Union européenne, comme on l'a dit avant, à entamer les négociations de ces fameux accords de partenariat économique depuis 2007. À côté de ces accords Europe-ACP, il y a le système généralisé des préférences, qui, concernant l'Union européenne, voit le jour en 1971. Il faut savoir que le système généralisé des préférences est le fruit de négociations et de pourparlers à la fin des années 60, début des années 70, au sein de l'ACNUSED, de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Il faut savoir que l'ACNUSED a décidé que l'intégration et l'insertion des économies en développement au sein de l'économie mondiale ne doit plus passer uniquement par des aides financières octroyées par les pays développés, mais elle doit passer par le commerce et le développement. Donc le système généralisé des préférences de l'Union européenne comprend un large éventail de pays assez hétérogènes. Ça va des petits pays du Pacifique jusqu'à l'Inde, le Brésil et récemment la Chine. Il faut savoir que l'Union européenne a réformé son SGP depuis 2014. Et il faut savoir que depuis 2015, en appliquant le mécanisme de graduation, le mécanisme de graduation c'est quoi? C'est le fait qu'il faut tenir compte du niveau de développement des pays. Donc, maintenant, en respectant ce mécanisme de graduation, la Chine, depuis 2015, ne fait plus partie du système généralisé des préférences. Troisième régime préférentiel, nous avons le dispositif Tout sauf les armes, TSA, qui a été entré en vigueur en 2001. Ce dispositif bénéficie exclusivement aux pays les moins avancés, et les PMA, qui sont au nombre de 49, dont les 2 tiers, et c'est important de souligner, sont présents en Afrique subsaharienne. Donc le TSA, c'est quoi? C'est tout simplement l'accès total en franchise de droits de douane et aussi en termes de quotas des produits en provenance de ces PMA sur le marché européen. Donc ça c'est le tableau des lignes tarifaires, je passerai. Donc au niveau économétrique et économique, comment allons-nous démontrer l'influence, l'impact de ces accords commerciaux préférentiels sur les flux commerciaux? Alors nous allons recourir à un outil empirique largement utilisé en économie internationale, essentiellement en commerce international, c'est ce qu'on appelle le modèle de gravité structurelle. Ce modèle de gravité structurelle, il reprend la loi de gravitation de Newton, qu'il applique cette fois-ci aux flux commerciaux bilatéraux.
Il stipule ainsi que les flux commerciaux vont dépendre positivement de la taille économique des partenaires commerciaux. Autrement dit, plus les partenaires commerciaux sont riches, plus ces derniers auront tendance à échanger entre eux. On appelle alors un effet d'attraction. Par contre, les flux commerciaux vont dépendre négativement des obstacles commerciaux, c'est-à-dire les barrières commerciales, tarifaires, non tarifaires, distances géographiques. Donc, ils auront un effet de répulsion. Tout cela, ce modèle de gravité devra ainsi tenir compte, bien évidemment, des coûts commerciaux relatifs, c'est-à-dire des coûts commerciaux qui sont présents dans le reste du monde, c'est-à-dire dans l'ensemble des partenaires commerciaux. Donc, au niveau des données de l'approche utilisée, nous allons utiliser une base de données monde qui a été notamment créée par Illmaier et Rice. C'est une base de données qui part sur la période annuelle 1948-2012, qui comprend plus de 200 partenaires commerciaux. Ici, nous allons avoir comme variable expliquée les flux d'exportation bilatérale pour chaque partenaire commercial. Et comme variable explicative, nous aurons nos fameux accords commerciaux préférentiels non réciproques. Donc ce seront des variables binaires, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la valeur 1 si les deux partenaires commerciaux participent au même accord commercial. Donc on va introduire ces accords commerciaux, donc Lomé, Cotonou, le système généralisé des préférences et le dispositif tout sauf les armes. Au niveau des résultats, qu'est-ce que l'on observe? On observe tout d'abord un effet de détérioration du commerce pour les exportations des pays bénéficiaires de l'océan Indien. Autrement dit, c'est-à-dire le fait que les pays de l'océan Indien participent à Lomé et à Cotonou a sensiblement diminué leurs exportations en moyenne vers les pays de l'Union européenne. Qu'est-ce qui explique ce résultat? C'est deux choses. Tout d'abord, des lignes tarifaires préférentielles qui ne sont pas, je dirais, en parfaite harmonie avec les avantages comparatifs des pays de l'océan Indien. Autrement dit, que l'Union européenne, dans le cadre des conventions de Lomé et de Cotonou, a octroyé des avantages préférentiels sur des produits pour lesquels les pays de l'océan Indien n'étaient pas forcément, je dirais, spécialisés. Donc c'est pour cette raison essentiellement qu'on assiste à une baisse sensible des exportations des pays de l'océan Indien vers l'Union européenne. Deuxième explication, ce sont les fameuses règles d'origine. Donc pour rappel, les règles d'origine, ce sont des formalités douanières qui visent à, je dirais, déterminer l'origine d'un produit lorsque celui-ci arrive sur un marché. Il existe plusieurs critères. Plus les critères sont contraignants, complexes et restrictifs, plus les pays, notamment ici dans notre cas les pays de l'océan Indien, auront moins recours aux avantages préférentiels accordés par l'Union européenne. Par contre, l'on observe par exemple que le système généralisé des préférences et le dispositif tout sauf les armes a parfaitement rempli son objectif, c'est-à-dire qu'il a permis une augmentation en moyenne des exportations des pays de l'océan Indien vers les pays de l'Union européenne, lorsque les pays de l'océan Indien participent au système généralisé des préférences et au dispositif tout sauf les armes. Par contre, il est important de souligner ici que les pays de l'océan Indien qui participent au SGP, ils ont vu leur exportation sensiblement augmenter uniquement vers le Royaume-Uni. Par contre, pour le dispositif tout sauf les armes, celui-ci a un effet positif essentiellement sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais aussi particulièrement lorsque ces pays exportent vers la France. Qu'en est-il des résultats pour les exportations des pays donateurs, c'est-à-dire des exportations de l'Union européenne vers les pays de l'océan Indien? On observe un effet de détérioration des échanges commerciaux. Autrement dit, le fait que l'Union européenne participe lui aussi au sein de Lomé, Cotonou, SGP, TSA, celui-ci a entraîné un effet négatif sur les flux commerciaux de l'Union européenne vers les pays de l'océan Indien. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans des accords commerciaux non réciproques, c'est-à-dire que les exportations européennes, vont, je dirais, subir les barrières commerciales à l'entrée des marchés des pays de l'océan Indien, ce qui tend à freiner la pénétration des produits exportés par les pays de l'Union européenne. Et enfin, dans un troisième temps, et ça c'est au niveau économétrique, nous avons estimé dans le temps, je dirais, les effets de ces accords commerciaux préférentiels. Car il faut savoir qu'un accord préférentiel ne rentre pas en vigueur dès la signature. Il faut attendre en moyenne à peu près 10 ans pour que les barrières tarifaires tendent à diminuer. Donc, nous avons lancé ces estimations dans le temps, 5 et 10 ans après l'entrée en vigueur de ces accords, et les résultats que nous avons trouvés tendent à valider nos résultats précédemment, c'est-à-dire qu'on assiste bien à un effet asymétrique
des effets des accords commerciaux préférentiels dans les relations commerciales de l'Union européenne et des pays de l'océan Indien. Donc ça, c'est le tableau des résultats. Je passe. Donc, au niveau, pour conclure, donc nous avons ainsi montré au sein de cette présentation que les relations commerciales sont de nature asymétrique entre les pays de l'océan Indien et les pays de l'Union européenne. Deux résultats à retenir. Tout d'abord, l'hétérogénéité des effets des accords commerciaux préférentiels non réciproques pour les pays bénéficiaires. Nous avons vu que les exportations des pays de l'océan Indien, lorsqu'ils participent à Lomé et à Cotonou, ont eu un effet négatif sur les exportations vers l'Union européenne. Par contre, on a observé que le système généralisé des préférences et le dispositif Tout sauf les armes a eu un effet sensiblement positif sur les exportations des pays de l'océan Indien vers l'Union européenne. Deuxième résultat, c'est l'homogénéité des effets des accords préférentiels non réciproques, cette fois-ci pour les pays donateurs, c'est-à-dire pour les pays de l'Union européenne. On a vu que le fait que l'Union européenne participe à Lomé, à Cotonou, au SGP, au TSA, cela a conduit à réduire sensiblement leurs exportations vers les pays de l'océan Indien. Enfin, il a été rappelé que la politique commerciale commune est confrontée à de nombreux défis. Donc le Brexit, suite au référendum du 23 juin 2012, le gouvernement de Theresa May, le mois dernier, a lancé l'article 50 pour se retirer de l'Union européenne. Il faut savoir que le Royaume-Uni est la deuxième puissance économique et commerciale de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier aussi que le Royaume-Uni a permis aux autres pays de l'Union européenne d'accéder au marché anglophone et anglo-saxon. Il faut savoir aussi que le retrait du Royaume-Uni tend à conduire à un contexte d'incertitude, notamment dans les négociations actuelles, que ce soit pour les méga accords commerciaux, donc je pensais aux accords transatlantiques, mais aussi aux accords de partenariat économique. Je vais finir avec ça. Donc je vous remercie pour votre attention.